Le gentil, c'est qui ? C'est celui qui a le pouvoir d'être méchant, mais qui fait le choix de pas l'être. Donc, dans la gentillesse, il n'y a pas une faiblesse. Il y a la force. Il y a la force d'être méchant comme les autres, de hurler avec les loups. Le gentil, c'est un loup s'il le veut. Mais il décide qu'en réalité, la méchanceté, c'est la faiblesse. Et que la vraie force, la vraie puissance, c'est d'être gentil. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vous rêvez de transformer votre vie et libérer tout votre potentiel, alors je vous invite chaleureusement à rejoindre notre nouveau programme de coaching audio Objectif Métamorphose, comme des centaines l'ont déjà fait. Ce programme unique rassemble 12 experts renommés qui vous accompagnent sur des thématiques essentielles comme apaiser vos émotions, nourrir votre corps, renforcer votre confiance, harmoniser vos relations et même réinventer votre rapport à l'argent. Avec des outils concrets, des exercices pratiques et des enseignements puissants, vous apprendrez à mieux vous connaître et avancer en pleine conscience vers le changement. Alors, êtes-vous prêt à commencer cette métamorphose ? Rendez-vous dès maintenant à l'adresse objectifmétamorphose.com. On n'a rien sans rien. Quand il faut, il faut. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien connu d'ailleurs. Toutes les bonnes choses ont une fin. Qui n'a pas déjà prononcé ou entendu ces expressions populaires ? Mon invité est agrégé, docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches, spécialiste du XVIIe siècle et de philosophie morale, et elle a choisi de passer 50 phrases toutes faites au prisme de grands penseurs comme Aristote, Kant ou Épicure pour creuser leur sens caché. Dans un livre qui rend la philo absolument à la fois savoureuse et accessible, elle nous invite ainsi à un véritable voyage dans notre langage, nos habitudes, nos valeurs et nos contradictions. Elle transforme chaque expression familière en une clé pour éclairer son sens profond et nous pousse à aller plus loin pour apprendre à penser par nous-mêmes. Son livre, Bref de philo, la sagesse secrète des phrases toutes faites, préfacé par Philippe Delerme, est aux éditions Point. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Laurence De Villers. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une réédition, en fait, il est en version poche, c'est ça ? Il était sorti en plus grand format, il y a combien de temps déjà ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps, et puis l'éditeur a demandé à ce que j'ajoute des expressions toutes faites, parce que une des caractéristiques de ces expressions toutes faites, c'est qu'elles suivent des modes. Il y a des périodes où on utilisait normalement, par exemple, pas de souci. Il y a eu l'époque de pas de souci, où on l'utilisait, on l'entendait tout le temps. Et puis je pense qu'on est passé dans l'époque de du coup, qu'on entend beaucoup, qu'on utilise, qu'on dit on en parlait en antenne. Et voilà. Et donc j'en ai ajouté des nouvelles. Et puis pourquoi j'y avais pas pensé avant ? Quand j'ai choisi d'ajouter ces nouvelles expressions, je me suis dit, mais comment ça se fait ? Par exemple, c'est la vie. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'y ai pas pensé ? Mais parce que précisément, on utilise ces expressions sans y penser. Et elles-mêmes, ces expressions toutes faites, elles ne pensent pas. Enfin, c'est intéressant parce que c'est utiliser le langage pour ne rien dire d'une certaine façon, parce que voilà, c'est tout fait, c'est à la limite, il y a même pas besoin de moi pour les dire, ça me traverse, c'est le langage qui me traverse comme ça. Et quand on les dit, je suis même pas certaine qu'on le pense vraiment. Vous voyez, une des expressions qui me fait enrager comme un de perdu, 10 de retrouvé, ce qui est absolument faux. De toute façon, l'amour ne suit pas une logique mathématique, hein. C'est pas parce que il y a une rupture amoureuse, on perd quelqu'un, qu'on en retrouve 10 autres, c'est pas vrai. Mais quand on le dit, et même parfois quand on n'a rien d'autre à dire que ça pense pas, parce que c'est pas vrai, ça tient pas. Oui. Vous voyez ? Donc j'en ai ajouté parce que j'avais pas pensé à certaines qui étaient pourtant évidentes, et puis parce que ça suit des modes.
Alors c'est vrai que c'est savoureux. Moi, je pense, vous disiez pas de souci, on va en parler, mais en ce moment, dans la génération des jeunes de l'âge de mes filles, c'est t'inquiète. Ce qui est un peu le pas de souci peut-être d'avant. Oui. Et au début, elle me disait t'inquiète. Je disais je suis pas inquiète en fait. Et finalement, c'est pareil, c'est devenu une expression qui n'a pas de sens. Voilà. Est-ce qu'on Alors, je vous avais reçu quand même la première fois pour parler de ce livre extraordinaire, hein, vraiment ce livre collectif, ce que la philosophie doit aux femmes. Ces expressions, qu'est-ce qui vous avait quand même donné envie de les explorer ? Est-ce que c'était une commande ou est-ce que c'était venu, d'où ça avait jailli ? Alors, les deux. C'est-à-dire que je suis toujours désireuse d'aller mettre la philosophie là où elle n'est pas. Donc ça m'intéresse vraiment parce que pourquoi je ferais ça ? D'abord parce que je crois que il y a de la philosophie partout. En tout cas, il y a la possibilité de faire de la philosophie partout, tout le temps. C'est, je suis toujours déçue et triste quand on me dit la philosophie c'est difficile et qu'on se représente une sorte de forteresse imprenable. Mais moi, je crois pas. Je veux toujours montrer qu'en fait, la philosophie, c'est penser pour de vrai. Et en même temps, quand on voit votre CV, on peut être un peu complexé. On peut se dire, oui, elle est légitime pour être philosophe. Alors, il y a les deux. Elle est une femme, hein, donc est-elle complètement légitime non, vous savez que... We don't go there, on va pas là. Vous savez, Anne, que je pense que les femmes, de toute façon, souffrent de délégitimation. Mais il y a les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce que j'ai fait ce travail aride, technique, historique, de formation en philosophie, qui fait que je peux avoir un plaisir autre, particulier, de voir la philosophie à l'œuvre là où on l'attend pas. Et alors, dans les expressions toutes faites, on l'attend vraiment pas, puisque pas du tout. Précisément, elle pense pas d'une certaine façon. Ouais. Et puis on a l'impression que rien ne pense dans ces expressions. Donc, il y a ce désir d'aller, en fait, frotter la philosophie, vous voyez, à ce qui n'est pas elle. Et puis, c'était né, je me souviens, je discutais avec l'éditrice du grand format, et je pense que je devais avoir un discours défaitiste comme j'ai très souvent, puis elle me dit mais enfin quand on veut on peut. Ah oui. Je lui ai dit mais je supporte pas d'abord ces phrases toutes faites. Oui. Et ensuite je dis celle-là je l'aime pas du tout. Et puis en plus je lui dis elle me fait penser à une phrase d'Épictète, et puis je commence à en dire 2-3 et c'est une éditrice, faut jamais parler comme ça. Je sais, je suis éditrice aussi. Voilà. Donc vous savez, donc elle m'a dit, mais est-ce que vous en auriez 50 ? Il y a pas une idée là. Voilà. Et donc c'est né comme ça. Ouais. Et c'est vrai que maintenant je suis très attentive à notre rapport au langage en fait, qui se dit dans l'usage qu'on fait de ces expressions, ces formules, ces mots même parfois. Alors d'où elles viennent peut-être parce qu'on pourrait dire est-ce que finalement une phrase toute faite est aussi une citation ou pas ? Est-ce que c'est la même chose ? Non, pas vraiment. Alors parfois il peut y avoir des citations qui sont au départ, voilà, et qui sont devenues dans le langage courant. Donc ça c'est intéressant de se dire que il y a un penseur à l'origine de cette phrase. Parfois il y a des anglicismes, souvent, pas de souci, c'est aussi un anglicisme. Enfin, il y a souvent des anglicismes, donc d'importer dans le français des contresens en réalité, des mots qui sont pas du français. Et puis, alors c'est là où on entre dans la philosophie. Parfois, ce sont des expressions, il me semble, là, j'essaie de voir à quoi elles répondent, soit qui veulent nous consoler sur la difficulté de la vie, parce que la vie c'est difficile, donc un de perdu, 10 de retrouvé, soit nous encourager à une forme de volontarisme. Alors quand on veut, on peut, typiquement c'est la phrase de volontarisme, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, vous voyez, j'essaie de me dire à quoi elles répondent. Qui est biblique. Exactement. Oui. Et à quoi elles peuvent répondre comme angoisse d'une certaine façon. Parce que, curieusement, je crois que ces expressions qui semblent anodines, qui disent rien, je crois qu'en fait, l'origine est beaucoup plus importante qu'on le croit. Je pense qu'il y a une angoisse quelque part. Et parfois une angoisse même de l'incapacité dans laquelle on est de trouver les bons mots. Un perdu de 10 de retrouver. Quand une amie ou un ami à vous vit un chagrin d'amour qui, à mon sens, est un des chagrins les plus douloureux de l'existence, je crois que là, on se trouve démuni, en fait. On se dit que les mots sont un peu usés pour pouvoir consoler vraiment la personne qu'on a en face de soi. Et alors, paradoxalement, on a recours à ces expressions parce qu'on ne sait pas quoi dire. Et parce que on a peur que les mots disent pas assez. Et alors, au lieu d'essayer d'inventer nous-mêmes les mots de la consolation,
on a recours à ces phrases parce que je crois d'abord, je pense qu'on a peur du vide en permanence et que l'angoisse est toujours une angoisse du vide. Je vais pas savoir quoi faire, quoi dire, ce qui va m'arriver. Et on a recours à ces phrases. Ouais, c'est fou. Alors justement, dans ces phrases, vous en avez choisi 50, phrases que vous décortiquez à l'aide des philosophes quand même classiques et puis même certains plus contemporains. Quelle est la phrase que vous utilisez quand même régulièrement ou au contraire que vous avez complètement bannie ? Alors, on a bien compris quand même, il y avait du coup, et puis un de perdu, 10 de retrouvé, là, ça un perdu, 10 de retrouvé, jamais je l'utiliserai parce que ça offense très modestement, la philosophie que j'ai de la vie. C'est vraiment, je crois, alors c'est terrible, vous allez me dire, c'est pas consolateur ce que je vais dire, mais parfois, il y a des phrases qui semblent consolatrices, mais qui augmentent notre chagrin parce que la personne qui nous le dit, on a envie de lui répondre. Mais non, mais t'as rien compris. Et ça, c'est le cas. Quand vous venez de rompre et qu'on vous dit un de perdu, 10 de retrouvé, c'est à l'inverse de ce que vous vivez. D'abord, ça n'honore pas votre chagrin, parce que c'est comme dire tourne la page. Elle y est pas, tiens, mais je la supporte pas non plus. Ah oui. Bah, il y a des pages qu'on peut pas tourner et la vie n'est pas un livre où il y aurait une histoire avec happy end et puis où tout s'enchaînerait. Bah non, il y a des pages qu'on ne peut pas tourner. Ouais, puis c'est une injonction presque à ne pas accueillir la vulnérabilité de ce que la personne est en train de vivre. Mais totalement. Ouais. La vulnérabilité et le négatif qu'il y a dans la vie, mais parce que c'est la vie. La vie, c'est aussi, je crois, au sens fort, une épreuve, une expérience, mais qui a la forme d'une épreuve, c'est-à-dire au sens étymologique, on doit traverser ce qu'on est en train de vivre. Et quand on nous dit, justement, à toi de traverser, ou alors c'est facile de traverser, un de perdu, 10 de retrouver, tourne la page. En tout cas, moi, ça me met en colère, en réalité. Donc, vous voyez, ces phrases-là qui vont à l'encontre de ce que je pense être le sens de la vie. Alors là, pour le coup, je les utilise pas. Oui. Et il y en a une autre avec le temps guérit de tout. Ah oui. Alors, mais c'est pas vrai. Donc, vous voyez, celle-là, jamais je l'utiliserai parce que moi, l'épreuve que j'ai faite du deuil, par exemple, c'est que ce deuil est sans cesse renouvelé. C'est-à-dire que chaque fois que vous vivez quelque chose, non pas que le temps va effacer de votre douleur, elle est peut-être un peu moins forte, mais je pense que ça la réactualise parce que vous vous dites bah j'aimerais bien qu'il sache ça, j'aimerais bien qu'il voit ça. Et moi, encore maintenant, j'ai des réflexes où je dis mais j'aimerais bien le dire à mon père. Oui. Vous voyez, donc c'est pas vrai. Le temps ne guérit pas du tout. Il réactualise la douleur du deuil. Donc ces phrases-là, je veux pas les dire. Pas de souci, je sais pas pourquoi. Écoutez, Anne, je l'aime pas. Elle m'énerve. Le pas de souci, parce que alors ça, on l'entend à tout bout de champ quand même. On l'entend à tout bout de champ. Alors maintenant, les jeunes, c'est t'inquiète, mais ouais, voilà. Maintenant, c'est t'inquiète. Je pense que c'est du même ordre. Mais pas de souci, ça m'agace parce que d'abord, le fait d'employer tout le temps des phrases, ça m'agace fondamentalement parce que qu'est-ce que c'est que la philosophie au fond ? La philosophie, c'est tout penser. Ça veut pas dire que on a une solution à tout, pas du tout. C'est pas du tout une réponse à tout, la philosophie. Mais c'est dans ma vie, je ne veux pas qu'il y ait pas de choses pensées, c'est-à-dire vécues. Je pense qu'on vit vraiment ce qu'on vit quand on le pense. Donc, ça m'agace ces phrases qu'on dit tout le temps. Il y a un mot qu'on dit tout le temps, par exemple, mais je vais revenir à pas de souci. C'est impacté. Alors ça m'énerve. Je peux pas vous dire autrement. Mais parce qu'on le dit à tout bout de champ. Alors c'est un anglicisme, et parce que ça appauvrit notre vocabulaire. Le mot ça me touche, c'est plus fort que ça m'impacte. Ça me touche, vous voyez, c'est très fort de dire je suis comme touchée dans ma chair, ou ça a des effets, ça a des conséquences, ça dit autre chose qu'impacter. Donc ça m'insupporte. Pas de souci, pourquoi ? Parce que philosophiquement, le souci, c'est très profond. C'est plus fort que la préoccupation et c'est très proche de l'angoisse. Et vous avez c'est plus existentiel. Exactement. On m'avait ôté le mot de la bouche. Pardon. C'est de l'existentialisme. C'est-à-dire que Sartre, par exemple, qui va le reprendre de Heidegger, montre que la vie, c'est être taraudé par ce souci qui est quasi une angoisse, qui est se soucier de la vie, ou alors, à l'inverse, être pris de tas de soucis pour ne pas ne vivre le vrai souci qu'est le sens de la vie. Donc, quand on dit pas de souci, généralement, je réponds non, pas de problème, parce que un problème, il a une solution. C'est ça. C'est beaucoup plus matériel, pas forcément au sens matérialiste, mais immédiat. C'est un début, une fin. Voilà. Et puis, je pense qu'en fait, quand on voit un problème, c'est qu'on a déjà la solution.
arriver à voir qu'il y a un problème, c'est que Oui. le fait de le voir, c'est qu'on a la solution. On utilisait d'ailleurs pas de problème avant, plus que pas de Ce qui est souci. normal. Oui. Mais le pas de souci, ben non, il n'y a pas de solution au souci. Donc, ouais, ça, j'évite. Alors, du coup, je me rends compte que je l'utilise aussi. Parce que ce qui est intéressant, Anne, dans ces phrases toutes faites, ou ces mots, c'est que c'est contagieux. Et ça, c'est intéressant parce que jamais je m'étais rendu compte à ce point-là de la capacité de contagion du langage qu'en analysant ces phrases toutes faites. C'est-à-dire que même moi qui ai écrit sur ces phrases, donc, et puis comme je vous dis, j'aime pas les mots à la mode, ça c'est un côté philosophique, eh ben je le dis. On est embarqué dans le... Ben voilà, du coup je le dis, mais je pense que je dis t'inquiète. Moi par exemple, j'utilise énormément l'expression « ça marche ». Oui, ça marche. Ouais. Je l'utilise, et donc si je fais des prochaines brèves, c'est prévu, je crois, c'est le scoop que je vous donne, je mettrai « ça marche » parce que pourquoi je réponds pas simplement « oui, très bien, c'est noté » ou même « c'est noté ». Alors, autre chose, le monde de l'entreprise... Comme dans le Sud, ils disent « ça va » pour dire « ok ». Ah ouais, alors il y a ils disent ça pas aussi. Ça marche, ils disent ça va. Alors quand on me répond ça va, moi je réponds ça va, oui ça va. Alors que c'est une affirmation, ça va. Ah mais c'est vrai, vous avez raison, en Corse on dit babé, ça va. Oui. Ah oui, alors il y a aussi, ça je l'ai pas fait du tout, un usage local ou régional du langage. Ça, alors je l'ai pas fait. J'ai pris des expressions qui appartiennent à tout le monde, donc à personne. Mais voilà, pourquoi je dis ça marche. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ces expressions. Elles appartiennent à tout le monde et à personne. Et pourtant, on les dit. Ça veut dire que j'utilise le langage pour ne rien dire. C'est quand même rare. Et puis, c'est pas sa fonction. Normalement, on utilise les mots pour dire quelque chose. Mais moi, j'ai essayé d'y voir quelque chose de bien plus profond qu'il n'y paraît. Et j'ai été étonnée. Alors, j'étais pas sûre que ça marche, quand j'ai fait la liste. Alors, on va en décortiquer quelques-unes. Oui, on va bien s'amuser. Mais vous voyez, au départ, quand j'ai fait la liste à l'éditrice, j'ai dit, sous réserve que j'y trouve un sens philosophique. Oui. Alors, il y en a qui en ont d'ailleurs un peu de facto, et puis d'autres où vous êtes allé le chercher. Oui. Il y a un peu les deux dans la démarche. Alors, laquelle on voudrait prendre... Alors, vous dites quand même qu'il y a une sorte de sagesse secrète qui est cachée derrière ces expressions toutes faites. Et en quoi, en fait, on serait stoïcien sans le savoir, puisque ce sont les deux sous-titres de ce livre. Et donc, je me suis demandé à quoi ça faisait référence, en fait, par rapport aux phrases. Alors, certaines de ces phrases contiennent une sagesse au sens le plus simple, c'est-à-dire comment me débrouiller dans la vie. C'est ça, une sagesse. Toute la philosophie, en fait, dans un certain sens, est une sagesse, pas seulement... Souvent, on dit les sagesses anciennes, grecques ou romaines, mais toutes les philosophies sont des sagesses. Bien sûr. Toutes nous disent... je vois pas comment vous le dire autrement, comment me débrouiller dans la vie. C'est-à-dire, comment me débrouiller quand la vie, ça consiste à faire advenir des choses ou subir des choses qui adviennent. Donc, c'est ça, tout est sagesse. Et parfois, dans ces phrases, j'ai été étonnée de me dire, il y a quelque chose de fort qui se dit. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est intéressant, parce que il y a vraiment une forme il y a une philosophie. Alors, est-ce qu'on commencerait pas par celle-là ? Et on peut parler des stoïciens quand même. Alors voilà, et puis le sous-titre, alors on a choisi stoïcien parce que moi je suis assez fascinée par le stoïcisme, qui reste, même quand on veut le critiquer, il y a quelque chose il y a quelque chose de vrai dans le stoïcisme qui vraiment résiste à la critique. Et puis parce que qui est assez d'ailleurs méconnu, c'est-à-dire qu'on a vraiment, encore une fois, c'est un peu comme les expressions toutes faites, c'est-à-dire dans l'inconscient populaire, il y a une vision très caricaturale du stoïcisme. Absolument. Oui. Et stoïcien sans le savoir, parce que c'est intéressant de se dire que là où on a l'impression qu'on est le plus éloigné de la philosophie quand même, dans du coup, t'inquiète, pas de soucis. On a vraiment pas de soucis, on a vraiment l'impression que c'est très très loin. En fait non. Parce que, encore une fois, ma conviction profonde, c'est que il y a plein de choses qu'on peut penser et qu'on pense pas. Alors l'argent fait-il le bonheur ou pas ? Oui. Cette fameuse expression. Là, par contre, on l'entend encore. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est utilisée. Ça, c'est la grande question. Alors, ça fait partie des, ce que j'appelle les tartes à la crème de la philo. Mais vraiment, c'est la différence entre être et avoir. Et puis, c'est la grande, grande question du bonheur en philosophie. Donc, elle tombe souvent comme sujet, d'ailleurs, cette phrase.
Même au bac, Non, etc. elle tombe pas, mais n'empêche que l'an dernier au bac, il y a eu quelque chose sur le bonheur qui était le bonheur est-il un idéal de la raison ou quelque chose comme ça, qui était en gros comment définir le bonheur. Je m'en souviens pas exactement, mais le bonheur et qu'est-ce qui fait le bonheur, ça, c'est une des grandes questions de la philosophie. Bien sûr. Et puis l'argent, parce que c'est forcément une des grandes questions parce qu'on a l'impression que si on avait des choses, on serait heureux. Et le moyen d'avoir telle ou telle chose paraît être l'argent. Enfin, l'argent, c'est comment dire, c'est la monnaie courante, sans jeu de mots. C'est vraiment, vous voyez, on a l'impression que ça permet de tout acheter, même le silence, même la morale, ça peut m'acheter moi-même. Oui. Donc, c'est normal de se dire que la chose qu'on veut le plus au monde, le bonheur dans nos vies, est-ce que ce qui nous permet de tout obtenir ne pourrait pas nous l'obtenir ? C'est une question normale. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Et puis alors, dans l'expression toute faite, l'argent ne fait pas le bonheur, on semble avoir résolu le problème. Et apporter une sagesse, nous donner la réponse. Vous voyez, ces phrases, elles servent aussi à donner des réponses sur les grands dilemmes. L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce si simple ? Parce que, effectivement, on a envie de répondre, bah oui, c'est vrai, l'argent fait pas le bonheur. Parce que deux choses. Le bonheur, ça me tombe dessus. Ça s'achète pas. D'ailleurs, l'étymologie du bonheur, c'est à la bonne heure. Oui. Et on le sait quand on vit un moment de bonheur. D'ailleurs, on le dit, on dit, oh, qu'est-ce que c'était chouette. Oh, c'était bien. Oh, c'était bien hier soir. On est tout étonné de ce que la vie nous a donné d'une certaine façon. Il y a une surprise. Il y a une surprise. Il y a un don dans le bonheur. Alors, se dire qu'on peut le fabriquer, l'acheter, le marketer, l'usiner, le transformer en marchandise, on n'y croit pas. L'argent fait pas le bonheur, ça s'achète pas. C'est un don, c'est quelque chose que je peux pas me donner. Et l'argent ne fait pas le bonheur. L'autre idée, et c'est contenu dans le bonheur, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui touche mon être, ma manière d'être. Ça la modifie même. Quand on est heureux, on en a tous fait l'expérience. On a l'impression de un étau qui se desserre. On a l'impression de vivre plus large. Donc oui, c'est une manière d'être. Donc ça touche l'être. Or l'argent, ça ne modifie pas mon être. Ça peut, en me donnant des attitudes insupportables parce que je peux tout acheter, mais ça va pas me faire être. Donc on a l'impression effectivement que l'argent fera pas le bonheur parce que ça ne me fera pas me sentir heureux. Puis on a des exemples. Je me demande même si on ne lit pas les magazines People en se disant ah bah ouais, on peut être une telle et pas être heureuse. Et je pense que on veut vérifier que l'argent fait pas le bonheur. Et on se dit ah ouais tiens, elle se remet pas de son chagrin d'amour, elle aussi. Pourtant elle est machine et truc. Par exemple, moi je suis fascinée par quelqu'un comme Sharon Stone. Elle est assez fascinante quand même. Elle est fascinante. Elle a même plus besoin de s'habiller quand elle est venue en pyjama à Gap à Cannes. Elle a même plus besoin de tourner, de faire du cinéma pour être une star. Quand on voit que elle aussi, elle a été touchée par le Covid, on se dit ah ouais l'argent fait pas le bonheur. Donc vous voyez, les magazines People, c'est presque pour se rassurer que. Et en même temps, c'est pas si simple parce que quand même, l'argent, quand on en a, fait que on n'est pas préoccupé par tout ce qu'on veut parce qu'on peut l'acheter. On revient sur une sorte de pyramide quand même de Maslow ou pas ? Je sais pas parce que je m'y connais pas assez. Parce que en fait, on regarde forcément du côté des gens qui n'en ont pas. Parce que là, on vient de regarder du côté des gens qui ont quand même des malheurs. Tout en ayant de l'argent, donc l'argent ferait pas le bonheur, voilà. On serait d'accord. Mais quand on regarde du côté de ceux qui n'ont rien, voilà, on se pose aussi la question. Et là, on trouve aussi des gens heureux qui ont du bonheur et malheureux. Et totalement. Et donc, en fait, ça contredit l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, ça donne raison à l'argent, ne fait pas le bonheur, parce qu'effectivement, parfois on n'en a pas, on a 3 fois rien. Oui. Moi, je suis toujours admirative de personnes qui ont 3 fois rien et qui vivent un bonheur. Mais c'est l'enfance, hein. Oui. L'enfance, on jouait avec 3 fois rien. Et c'est ça, ce mode d'être de l'enfance, je crois, profondément, qu'on essaie de retrouver dans le bonheur, qui est qu'avec 3 petits bouts de bâton, j'ai fait un feu. Oui. Et je crois que c'est ça. Et donc, d'une certaine façon, oui, on a envie de répondre, oui, c'est vrai, l'argent fait pas le bonheur. Mais en même temps, quand même, quand on regarde ceux qui n'ont rien, ils peuvent peut-être parfois avoir une capacité au bonheur, mais n'empêche qu'ils sont préoccupés. La pauvreté, c'est ça, c'est être sans cesse préoccupé par ce que je n'ai pas.
Oui, ou par la survie, parce que dans les Et cas, par la voilà. survie. Oui. Donc quand on est dans la survie, le bonheur est quand même très compromis. Et les philosophes n'ont cessé de se diviser sur cette question. Les stoïciens disant justement, non, le bonheur c'est pas d'avoir, c'est une manière d'être et de se rapporter à ce qu'on a en se disant est-ce que je peux le perdre ? En vivant comme si je pouvais être ce que je suis et même heureux en le perdant. Et on voit un exemple de Marc Aurèle qui file tous ses biens, etc., en disant je ne veux pas de tout ça. Alors qu'il a le pouvoir, les honneurs. Voilà, exactement. Il a... Alors, c'est intéressant parce que les stoïciens comme Marc Aurèle ou comme Sénèque, qui est milliardaire, le seul philosophe à ma connaissance milliardaire, et il était vraiment, quand on fait le calcul... On n'entend pas souvent ça d'ailleurs. Non, on l'entend pas. Hein. Moi, on n'entend pas. On a un scoop. J'aimerais que ça soit le cas. En fait, vous êtes stoïcien, vous êtes milliardaire. Mais non, alors Sénèque, en fait, c'était une banque à lui tout seul. Hein, donc... Mais c'était intéressant parce que ces deux philosophes, vous l'avez dit, Marc Aurèle qui avait le pouvoir, qui était empereur, et Sénèque qui avait le pouvoir aussi, puisqu'il était conseiller des empereurs. Bon, ça lui a coûté la vie, puisqu'il a été conseiller de Néron, à qui il a déplu, donc qui a été condamné au suicide. Comme Socrate. Comme Socrate, et qui était milliardaire. Et lui-même, en tant que stoïcien, disait « Attention de n'être pas possédé parce que vous possédez ». Et c'est en cela que l'argent ne fera pas le bonheur, parce que d'une certaine façon, il va pas tout acheter et il peut me rendre malheureux parce que j'en aurai jamais assez. Et on le voit d'ailleurs, il y a des études de psychologie en économie. Tout à fait. Qui montrent, je sais plus comment, l'habituation, qui montrent qu'en fait, donc, les très riches ne seront pas forcément très heureux parce que nous sommes des êtres de désir. Ça fait le bonheur jusqu'à un certain seuil, ça contribue bien, et puis ensuite on voit que finalement c'est presque un effet pervers, peut-être même inverse. Mais oui, mais parce que je pense que c'est le désir qui nous meut. C'est pas de posséder, c'est le désir, et la consommation joue sur ça. En marchandisant notre désir, en disant quoi, tu veux pas la dernière parka, nanana. Donc, et ça suscite notre désir, en fait. Et notre désir, il veut pas la satisfaction, c'est pas vrai. Notre désir, il est pas mu par le manque. Notre désir, il veut continuer à désirer. On le voit quand on va pas bien, on désire plus. C'est pas qu'on désire plus telle ou telle chose. C'est comme si la faculté de désirer était ralentie, abîmée. Donc, non. L'argent fera pas le bonheur parce que même quand on en a, ça mettra pas fin au désir. Et puis parce que ne pas avoir d'argent fait que on est dans la frustration. Et paradoxalement, je trouve qu'on est dans une démocratie de la frustration parce que elle est fondée sur le pouvoir d'achat et la consommation. Et quand on ne l'a pas, on a l'impression non seulement qu'on a raté sa vie, mais qu'on n'est pas heureux. Et puis donc les philosophes, vous voyez, n'ont cessé de dire mais non, si on est stoïcien, mais non. L'argent fera pas le bonheur parce que la possession, c'est si tu penses que l'argent fait le bonheur, c'est que tu remets les clés de ton bonheur à quelque chose d'aussi précaire, instable, incontrôlable que l'argent, l'ambition. On peut mettre autre chose, hein. L'argent, l'ambition, le pouvoir, l'amour. C'est une soumission. Ben oui. Et c'est trop précaire, c'est trop aléatoire. Comment tu vas donner les clés de ton bonheur à qui ? À quelqu'un qui t'aime, à l'argent, à des billets de banque, à la réussite ? Donc non, le bonheur, c'est une question d'être et pas d'avoir. C'est intéressant parce que on est vraiment dans une société avec le pouvoir d'achat qui est un mot abominable, où on veut lutter pour du pouvoir d'achat. Je pourrais presque le mettre dans des brèves. Le pouvoir d'achat, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga du politique à l'heure actuelle. Puis on aurait le pouvoir, on serait devenu à un certain niveau, alors que les stoïciens font exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent être arrivés justement à un certain statut et dire je décide en conscience de refuser tout ça, de renoncer. C'est quand même fort. Ou en tout cas, je le possède comme si j'y renonçais. Voilà. Pour ne pas qu'il me possède. Exactement. Oui. Et puis, il y a un philosophe quand même, je trouve, qui répond totalement à cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, et qui, à mon sens, est le plus lucide de tous, c'est Aristote. Aristote dit, et souvent c'est le cas, hein, Aristote c'est le pacificateur en philosophie. Il va dire, oui, l'argent fait pas le bonheur, parce que le bonheur, c'est une capacité à le ressentir. Parfois, vous voyez, ça nourrit l'envie d'ailleurs. On voit des personnes et on se dit, mais est-ce qu'elle doit être heureuse, elle a ça et ça. Ça nourrit l'envie. Et en fait, non, parce que le bonheur, c'est une capacité à l'éprouver. C'est pas seulement avoir le bonheur, c'est être capable de sentir que là, il y a du bonheur. Oui.
Là, attention, tu dois le sentir. Il est là. Est-ce que tu es capable de le voir, de le sentir, de ne pas passer à côté? Donc oui, il dira le bonheur, c'est pas avoir, c'est être. C'est même une capacité à être heureux. Vous voyez, ça paraît curieux, mais moi, je suis assez convaincue par ça. Le bonheur, c'est la capacité à être heureux. Ça veut pas dire se discipliner, dire attention, là, il faut être heureux, mais il y a un mouvement quand même d'accueillir et de se disposer à ce qui arrive. Vous voyez, alors, j'aime beaucoup ça. Je discutais dans une autre interview avec le philosophe Maxime Revers. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, je le connais. Il parlait des mouvements archaïques. Et dans les mouvements archaïques, il y a vraiment cette idée du ressentir de ce qui est là, justement. Ça me fait complètement écho à ce que vous dites là. C'est pour ça que pour moi, la beauté, être capable de voir la beauté, quelle qu'elle soit, c'est une expérience du bonheur. La beauté, c'est pas une promesse de bonheur, c'est un don. Il m'est donné d'être heureux quand je vois quelque chose de beau parce que ça ouvre cette capacité en moi. Donc, oui, c'est une question d'être et d'être capable d'être. Alors, est-ce que certains sont des champions de ça? Parce qu'on a le sentiment que chez certaines personnes, il y a des prédispositions, on en voit dans l'histoire, notamment des figures peut-être qui paraissent comme un peu sacrificielles, ou au moment de l'échafaud, au moment, etc., arrive encore à voir, je pense à Etty Ilsoum forcément, arrive à voir la feuille dans un camp de elle arrive à voir la beauté d'ailleurs. Voilà, elle arrive à voir la beauté. Et on se demande, est-ce que ces gens-là sont dans des prédispositions ou dans un autre état? Moi je pense que ces gens-là... Alors, moi je dirais pas héroïques parce que ça nous dédouane de dire qu'ils sont héroïques. Ça veut dire, bon non, moi je suis pas capable. Je pense qu'ils nous montrent que c'est possible. Et nous sommes pour plein de raisons assez fermés à ces possibilités. Avec l'exemple que vous donnez, quand même, il y a aussi cette beauté morale de quelqu'un qui est capable de faire le bien jusqu'au bout. Même avec le prix à payer. Mais oui, je pense qu'on peut aussi apprendre à activer cette capacité à être heureux, vous voyez. Enfin, moi qui suis une pessimiste vraiment dans l'âme, j'ai plutôt tendance à voir du noir que du rose. C'est vrai? Ouais, vraiment. Mais quand je vois des choses belles, ou quelqu'un dit quelque chose, ou quelqu'un me sourit comme ça, gratuitement, je me dis à moi-même, attention là. Oui. Là, ça c'est un bonheur. Regarde bien. Apprécie le truc quand même. Et c'est la philosophe là qui se met, c'est la philosophe qui enclenche le truc, qui lutte contre elle-même, qui est la vie est trop triste, et qui se dit attention là, le bonheur vient de te frôler, il vient de te faire un signe. Donc oui, le bonheur c'est d'être. Mais Aristote a raison et il dit mais quand même soyons sérieux. Et c'est comme s'il disait ça à Platon, à tous les et pour toujours. Il dit aussi à ceux qui vont venir, aux philosophes à venir, il leur dit attention. Quand t'as pas d'amis, quand t'es moche, voilà, quand t'as pas d'argent, quand t'es seul, quand t'as pas une famille pour t'entourer, une famille pour t'aimer, le bonheur va être difficile. Donc, vous voyez, je trouve que c'est presque du bon sens. Cette réponse d'Aristote à cette phrase toute faite, l'argent ne fait pas le bonheur, de répondre ah oui, mais quand même. Et souvent, d'ailleurs, on dit, mais il y contribue. C'est ce qu'ajoute Aristote. Quand même, attention à ne pas faire du bonheur quelque chose de tellement abstrait, oui, c'est une manière d'être, qu'on en oublie qu'il faut des conditions au bonheur. Et je trouve que là, la philosophie d'Aristote a quelque chose à nous dire. Vraiment passionnant. On pourrait presque faire 1 heure sur cette phrase. Oui, parce que on peut partager toute l'histoire de la philosophie entre ceux qui et puis à partir de celle-là, tirer les autres aussi, d'ailleurs. Et tirer tous les autres. Voilà. Complètement. Et alors, il y a beaucoup de phrases toutes faites, effectivement, vous avez raison, qui tournent autour de comment j'affronte la vie. Donc, comment alors moi, j'en avais bonheur. 3, là, justement. C'était « Il est gentil »,« Trop bon, trop con »,« Trop C », vous avez mis, c'est sympa. Avec cette idée vraiment que les faibles, en fait, ils n'ont pas voix au chapitre, quoi. Il y a cette idée un peu comme ça, non? Alors là, vous touchez aussi une phrase que je ne veux jamais dire. Trop bon, ou il est gentil. Parce que, alors, il est gentil, moi, je lui donne un tout autre sens. Mais elles sont liées, trop bon, trop... Oui, c'est pour ça que je les ai un peu regroupées. Alors ça, c'est le genre de phrase qui me met en rage. Oui. Et que je veux pas dire pourquoi. Parce que, très souvent, vous l'avez remarqué, quand on dit il est gentil, on ajoute oui, mais c'est un compliment. D'où la gentillesse ne serait pas un compliment. Et alors, ça m'offusque parce que ça consiste à dire que la méchanceté est une force. Absolument. Et que la gentillesse est une faiblesse. Alors,
pour éclaircir les choses. Le gentil, c'est pas celui qui ne peut pas être autre chose. Et on dirait, oui, il est gentil parce que il est bonasse. Oui. Il est benet. Oui. Et il peut pas être autre chose que gentil. Il est simplet, quoi. C'est vraiment ça. Voilà. Et ça, faudrait presque un autre mot. C'est bonasse ou benet. Oui. Il peut pas être autre chose. Oui, il y a une forme, ou même, il y a une forme de fausse gentillesse qui consiste à s'aplatir, et ça, c'est pas la gentillesse. Le gentil, c'est qui? C'est celui qui a le pouvoir d'être méchant, mais qui fait le choix de pas l'être. Donc, dans la gentillesse, il y a pas une faiblesse. Il y a la force. Il y a la force d'être méchant comme les autres, de hurler avec les loups. Le gentil, c'est un loup s'il le veut. Mais il décide qu'en réalité, la méchanceté, c'est la faiblesse. Et que la vraie force, la vraie puissance, c'est d'être gentil. Et alors, qui nous montre l'exemple, là, justement? Vous parlez de La Rochefoucauld, je crois, c'est ça aussi. Hein. Alors, moi, c'est une phrase alors, c'est quelque chose que j'ai vécu, hein, dans ma vie. J'ai eu beaucoup de mal j'avais un père gentil, mais dans le sens que j'ai donné. C'était sans doute lié à sa foi, et ça m'a agacé toute ma vie. C'est ça. Moi aussi. Moi aussi. Je lui dis, mais pourquoi tu cries pas? Pourquoi tu lui dis pas que c'est vous savez quoi? Pourquoi tu te révoltes pas? Et à chaque fois, il faisait jamais ce que je voulais qu'il fasse. Mais par choix, justement, de la gentillesse. Par choix. Ouais. Et j'ai mis toute ma vie à comprendre, parce que moi, j'étais à l'inverse, hein. J'étais une redresseur de tort, une justicière, mais je pense que c'était à l'inverse de ce que je voyais chez mon père. Et pour moi, j'y voyais de la lâcheté. J'y voyais de la faiblesse. Mais c'est l'inverse. Donc j'ai attendu l'âge plus qu'adulte, hein, et depuis avoir mon père pour me dire, mais non, en fait, la vraie force, c'est la gentillesse. Et en fait, à des rares occasions, je me suis rendu compte que répondre à la méchanceté par la gentillesse, ça tétanise. Pas toujours, hein, mais ça tétanise le méchant, parce que il s'attend tellement pas à ce que cette gentillesse ait une telle force. Pas une force de mépriser, hein, mais une force de dire non, j'irai pas. Sur ce terrain-là, tu ne m'auras pas. Et donc, je pense que c'est tout le contraire. La gentillesse, c'est l'arme la plus puissante. Parce que c'est un choix. Alors, quand elle est un choix. Parce qu'elle n'est pas dans le cas de votre père, de votre papa. Choix. C'était un choix total. Voilà, par rapport à ses convictions, par rapport à sa posture. Et puis parce qu'il voyait tout ça, je lui disais, mais tu vois pas, lui? Oui. En fait, il le voyait. Mais je le savais avant que tu le saches, il me disait souvent. Mais je m'y attendais. Alors que moi, je dis, mais il m'a déçu, mais c'est affreux, tu vas pas te révolter. Et lui, mais non, je le savais, je m'y attendais. Ça, c'est une vraie force. Et oui, il y a La Rochefoucauld. Donc, moi, je le considère comme philosophe du XVIIe siècle, contemporain de Pascal, qui dit « Nul ne peut être loué de bonté s'il n'a la force d'être méchant. » Oui, c'est très fort, ça. Hein. C'est très, très fort. C'est-à-dire qu'en fait, non, le gentil est pas celui qui peut pas faire autre chose, qui pourrait pas hurler avec les loups. Bien sûr qu'il pourrait. Bien sûr qu'il pourrait être méchant. Mais il a le courage de faire le choix de la gentillesse. Et en fait, j'ai renversé complètement les choses. C'est la méchanceté qui est une lâcheté. C'est tellement facile d'être méchant. C'est tellement facile. C'est une pente qui est là, mais en chacun de nous. Alors que la gentillesse, ça demande de me surmonter. Bien sûr. D'agir même contre moi-même. Ouais. Et voyez, on parlait des héros ou de ceux qui sont capables de... je pense que ce sont des gentils. Mais au sens fort, hein. Ce sont des gens qui ont vécu la gentillesse jusqu'au bout, qui savaient très bien qu'en face d'eux, ils avaient la méchanceté, qui savaient très bien ce qu'était la réalité. Il n'y a pas de naïveté dans la gentillesse. Je vois Christophe André, d'ailleurs, quand vous m'expliquez ça. Quand je le vois, je vois quelqu'un qui fait le choix de la gentillesse, quand même, dans sa vie. Je l'aime beaucoup, Christophe André. Donc, et je pense que tout est à revoir. Et cette phrase, il est gentil. Alors, je savais que je la traiterais parce que ça touche en moi quelque chose, ça me heurte. Il y a un affrontement d'ailleurs sur cette question. Vous dites entre Socrate et Calliclès, c'est ça? Ouais. Pour Socrate, il vaut mieux subir l'injustice que la connaître. Donc on est proche de La Rochefoucauld là en fait. Hein. Ah oui, alors ça c'est un épisode de l'histoire de la philosophie. Il y en a pas beaucoup comme ça. C'est que Socrate, qui a l'habitude qu'au bout d'un moment, ses interlocuteurs finissent par lui dire « Oui, Socrate, t'as raison, Socrate, très bien, Socrate ». Là, il a en face de lui Calliclès, qui commence par lui dire « Non, mais à ton âge, faire de la philosophie, c'est ridicule. Regarde-toi. » Et ensuite, Calliclès lui dit... Ah, vous le faites très bien, là, le Calliclès.
Voyez pas votre théâtre, Laurence, ça vous a perdu. Mais c'est du théâtre, la philosophie. Ah bah oui. De toute façon, c'est du théâtre. Donc, Je vraiment, dis ça parce que je sais que vous en faites, ouais, évidemment. mais c'est du théâtre. Enfin, il faut le lire comme ça. Hein. Moi, j'adore les personnages en philosophie. Il y a des personnages. Ouais. Et donc, Calliclès, là, il tient tête à Socrate quand même. Hein, excusez du peu. Hein. Donc, il commence par se moquer de lui. Et après, il renverse totalement. Socrate a soutenu qu'il valait mieux subir l'injustice que la commettre. C'est fort comme phrase. Hein. C'est difficile de se dire je serai toujours mieux quand j'aurai subi l'injustice que quand je l'aurai commise. Il l'a vécu dans sa chair jusqu'à la mort. Oui. Et Calliclès lui dit n'importe quoi. Ça, c'est une affirmation de faible. La vraie puissance, c'est d'éprouver tous les désirs sans contrainte, etc. Et là, vraiment, je pense qu'il vaut la peine de méditer cette phrase de Socrate. Et pourquoi il dit qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre ? Parce que commettre l'injustice, ça vous avilit. Alors, de la subir peut nous avilir aussi. Hein. C'est pas minimisé, hein, cette phrase, et dans mon commentaire non plus. Hein. Mais celui qui est le plus avili, c'est pas celui qu'on croit. Celui qui, en fait, se détruit, se salit, s'asservit, c'est l'injuste. C'est celui qui la commet. Celui-là, d'une certaine façon, a renoncé. Et Socrate va loin, il dit il a renoncé à l'humanité. Il a renoncé à ce qui fait qu'il a un visage d'homme. Donc, il ressemble plus à un loup, justement. C'est ce que dira l'élève de Socrate, d'ailleurs, Platon. Il dira le tyran, celui qui est assoiffé de posséder. Celui qui en a jamais assez. En fait, il a plus de visage humain. C'est un loup. C'est très fort parce que avec l'actualité du moment, on voit qu'on est face à des États dans l'État, des hommes qui sont surpuissants. Et à quel moment, justement, au départ, on a du succès, on est content, on gagne un peu d'argent, et puis ça finit par les posséder. Au point que leur visage n'est plus vu comme un visage humain. On le voit typiquement. Je pense qu'on pense à la même chose, mais je trouve que cette analyse qui date, hein, c'est Platon, qui a lui-même été conseiller de tyran par 2 fois en Sicile et qui l'a mal vécu. Le tyran, c'est une expression ancienne, mais qui, à mon sens d'actualité, c'est quand il y a une avidité à posséder qui fait que plus rien ne peut exister en face de vous que vous-même. Et c'est ça, en fait, le pouvoir. Je pense que dans tout pouvoir, il y a la tentation de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire de déréaliser tout ce qui est autour de vous pour qu'il n'y ait autour de vous que votre pouvoir. Et oui, pour les philosophes de l'Antiquité, le tyran, qui est la négation même du politique, parce que c'est plus le vivre ensemble, pour le dire autrement. Il y a plus de vie et il y a plus d'ensemble. Et le tyran, c'est un monstre. Et c'est intéressant parce que Platon, donc l'élève de Socrate, nous dit, parce que j'ai l'impression qu'il nous parle aujourd'hui, regarde bien les gestes et le comportement du tyran. Il y a quelque chose d'obscène et de monstrueux. C'est ça. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais vous voyez, je pense que la philosophie ne cesse de nous dire quelque chose. Et quand le psychiatre Irving Yalom écrit sur Hitler, il décrit la gestuelle d'Hitler, justement, très particulière. Alors, c'est une discussion que j'ai eue il y a peu sur un président nouvellement élu, et je disais la gestuelle dit tout. Et on m'a dit, non, la gestuelle, ça compte pas. Si. Le non-verbal, on le sait. Ouais. La gestuelle compte énormément. Et quand la gestuelle devient le seul message, c'est important de s'y arrêter. Oui. Alors, allons sur une expression plus joyeuse, carpe diem. Ah, carpe diem. Carpe diem, quand même. Carpe diem. Et finalement, est-ce que vous qui nous écoutez d'ailleurs, qu'est-ce que vous mettez dans carpe diem ? Alors évidemment, là maintenant vous allez écouter Laurence, donc ne répétez pas ce qu'elle va dire, mais comme ça spontanément, si vous entendez l'émission et vous êtes devant votre écran ou sur votre téléphone, qu'est-ce qu'elle vous évoque ? Ce serait intéressant d'avoir vos retours. Alors là, vous nous donnez une idée. On pourrait faire de la philo-trottoir, exactement, micro-trottoir, et demander cette expression. Vous y mettez quoi ? Ouais, c'est vrai. Si je pense au film Le Cercle des poètes disparus, où leur prof commence par leur dire, il leur montre la photo des anciens élèves. Et... C'est un film culte pour vous ? Ah ouais, je l'aime énormément. J'imagine. Je l'aime énormément. Vraiment, je m'en cache pas. Extraordinaire. Ouais, je l'aime. Ouais, je l'aime. Je le trouve. Oui, il y a plein de bons sentiments, on est d'accord, mais il est bien fait. Je l'aime. Et donc ça commence comme ça, où il montre les photos d'anciens élèves et ils sont tous morts. Il leur dit, qui sont-ils ? Ils sont tous morts. Et il leur souffle, carpe diem, carpe diem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'au départ, quand on l'utilise, c'est
c'est le sens contenu dans le carpe diem, hein, saisis le jour, Ouais. saisis. Profite, c'est ça. Empare-toi. Ouais. Vraiment dans le latin, il y a vraiment l'idée, prends-le. Empare-toi de ce moment parce qu'il passe. Empare-toi de ce moment parce qu'il passe. Donc, oui, il y a quelque chose de très important quand on dit carpe diem. C'est, oui, ce moment, il passe et il passera. Et tu ne le revivras jamais. Et si jamais tu le revis, ça sera jamais de la même manière. Oui. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est l'irréversible. On peut revivre quelque chose, mais ça sera jamais de la même manière parce que de toute façon, le fait que ce soit le revivre, c'est une deuxième fois, c'est pas la même, et vous n'êtes pas la même. Donc, c'est ça. La vie est précieuse parce qu'en fait, c'est pas seulement parce qu'elle a une fin, parce qu'il y a la mort au bout du compte. C'est pas ça. Elle est précieuse parce que chaque moment est précieux. Il reviendra jamais. Donc, il y a quelque chose de très beau dans ce carpe diem, qui est, attention, chaque moment de ta vie est toute une vie en soi. Parce que tu l'auras plus jamais et plus jamais de cette manière-là. Et en même temps, ça nous parle de qu'est-ce que ce présent. Et qu'est-ce que ce présent qui ne fait que passer. Oui. Donc, le carpe diem peut contenir une forme d'angoisse et je le relie au profite qu'on entend souvent. Alors ça aussi, ça m'agace. Profite de chaque jour, soir, quoi. Voilà. Ou le vendredi soir. Profite. Ah oui. Comme si le week-end, en 48 heures, je devais vivre alors que j'ai pas vécu avant, hein. Profite. Ou quand on part en vacances, profite. Oui, on dit aux enfants petits, ils sont petits, tes enfants, profitent de tes enfants petits. Mes enfants, alors, toute ma vie. Et ben voilà, il y a ça, comme si j'allais pas le vivre, et comme si le fait de l'avoir vécu n'avait pas une valeur en soi, ne restait pas à tout jamais. Et puis il y a l'injonction, je trouve presque de consommation. Oui. Profite, genre, va jusqu'au bout, consomme-le jusqu'au bout. Oui. Ça veut dire quoi, en fait? Eh ben, je pense que c'est enfin, moi, quand on me le dit, ça m'angoisse. Quand je raconte, oui, alors là, je suis en bateau quelque part, profite. Comme si, attention, fallait que je le consomme totalement. Or, je pense, et je l'ai dit. Moi, je le dis d'ailleurs, je me rends compte, en anglais même, parfois je dis enjoy. Eh ben oui, mais moi aussi, je le dis. Donc, profite, je ne veux plus jamais le dire. Alors, je préfère enjoy parce qu'il y a joy dedans. C'est vrai que enjoy, profiter, il y a un côté réjouis-toi, qui est bon. Bon, enfin bref, ouais. Mais en plus, on peut pas commander de se réjouir. Voilà. Mais c'est pas possible. C'est comme le bonheur. C'est quand tu vas abandonner toutes ces injonctions et arrêter de vouloir faire exprès que ça peut peut-être advenir. Et puis, je crois que c'est confondre le désir et la consommation. La consommation, elle épuise ce qu'elle consomme. D'ailleurs, quand on a consommé, il y en a plus. Quand vous avez consommé un verre, il y a plus rien dedans. Et donc, c'est ça la logique du profite. Et ça peut être ça, la logique du carpe diem. Profite au sens, consomme complètement le moment qui t'est donné. Mais non, ça peut être ne rien faire du tout. Ça peut être, ne rien faire du tout. Le laisser être, ce moment. Laisse-le être. Ne profite pas des vacances. En plus, la contradiction dans les termes. Vacances veut dire vacant. Comme un emploi vacant. Il y a presque un oxymore là dans l'affaire. Mais c'en est un. Oui. Profite de tes vacances. Ben non, j'y vais pour ne rien faire. C'est un moment vacant. Ouais. Je vais pas en plus y mettre l'acharnement, l'occupation, à faire quelque chose, à profiter. Donc, c'est pour ça que j'aime ce mot de la vacance. Vacance. On a oublié ce mot. Mais c'est plus joli, la vacance, même que les vacances. Parce que la vacance, c'est même la vacance de soi. Je n'y suis pas. Abandonne-toi un peu. Et donc, ne profite pas, parce que dans le profite et même le carpe diem, je pense qu'il y a un soupçon d'angoisse, et il y a ce retour sur soi très préoccupé. Est-ce que là, j'ai profité à fond, au moins? Et souvent, on ajoute même profite à fond. Ouais. Mais surtout pas. Alors, moi, je dis l'inverse. Précipitez-vous vers la mort. Il y a quelque chose qui... Ouais, puis il y a surtout... va jusqu'au... Il y a presque quelque chose de désespéré. Va à fond de... Et puis, c'est de la consommation. Et je trouve que le désir est tellement plus beau que la consommation. Le désir, il est infini. La consommation, elle est finie. C'est pour ça qu'il y a de l'angoisse. Et puis, le sens vrai... alors ça, pour le coup, c'est une phrase de philosophe, Horace, qui est proche de l'école épicurien, qui veut dire « profite du moment présent et crois le moins possible en demain ». Ah, là, ça change les choses. C'est-à-dire que pour les épicuriens, ce qui nous rend malheureux... Il est de quelle époque exactement, Horace, pour le situer? Alors là, j'ai un trou, je me demande, c'est pas 1er siècle. Par là, en tout cas. Par là. C'est l'Antiquité, hein. Ouais, on est toujours dans l'Antiquité, Faudra vérifier, mais les auditeurs vérifieront. Mais c'est autour du 1er siècle et il est proche des épicuriens. Et pour les adversaires des stoïciens. Et pour les épicuriens, il y a 2 choses qui nous rendent malheureux et qu'il faut cesser totalement. C'est l'espoir. C'est curieux, hein. L'espoir. Pourquoi?
Parce que dans tout espoir, il y a la crainte que ça n'arrive pas ou la crainte que ça arrive. Il faut supprimer aussi la crainte. Parce que dans toute crainte, il y a une peur. Il y a une peur de la vie. Et il y a une peur qui fait que je peux même m'effrayer de ce qui ne dépend pas de moi et qui de toute façon arrivera. Oui. Donc la sagesse épicurienne, c'est banni de ta vie l'espoir, parce que c'est toujours une peur, et la peur. Et donc... On est loin de l'espérance chez les chrétiens, d'ailleurs. Ah, mais totalement. Alors, les chrétiens... Qui prend un autre sens quand on entend... totalement. Voilà, oui. Alors, les chrétiens, c'est le renversement des sagesses antiques, tout en étant proche des stoïciens, par exemple. Oui. Mais en le renversant. C'est-à-dire que pour les chrétiens, si. Voire même de Socrate, quand même, la figure de Jésus et de Socrate, on pourrait les mettre... Il y a des Rousseau les mettait en comparaison. Donc, mais là, pour le coup, vous avez entièrement raison, l'espérance chrétienne va renverser totalement... Là, pour le coup. Ah, mais j'ai pas dit du coup. Non, mais moi, je l'utilise pour le coup. Est-ce que c'est une expression? Il y a pour le coup aussi. Oh là là, je le dis on va lui faire un sort. Mais... Pardon. Et donc, carpe diem... Quand il y a la suite, ça change tout. C'est pas profite de chaque moment. C'est tu ne pourras profiter, tu ne pourras vivre, et vivre le présent parce que c'est le seul temps qui soit nôtre. Oui. L'avenir, il est pas là. Et le passé, on peut plus rien y faire. Donc, si on a la suite, c'est profite du moment présent, saisis-le, parce que c'est la seule chose que t'es, à ta portée, à la condition pour que tu sois vraiment là, au présent, que tu bannisses toute espérance. Mais on en a même des petites en permanence. Ah, demain, je serai moins fatiguée. Ah, vivement février. Ah, vivement dimanche. Ou plutôt vivement samedi. Oui, on est sans arrêt dans une espérance. Bien sûr, ça c'est fait. Totalement. Et je me projette. Voilà. Ou alors, puisqu'on parlait du bonheur. Ah, je serai heureuse quand j'aurai. Moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Ah, quand j'aurai la grecque, je serai heureuse. Puis quand on a la grecque, on se dit, non, pourquoi je suis pas heureuse? Vous voyez, on est toujours dans cette espérance. On est toujours ailleurs que là où on est. Et la peur. Et on a des tas de peurs. Ah non, mais j'ai peur qu'Anne trouve que mes réponses bêtes. Ah, mais j'ai peur que... Et donc, le programme épicurien, il est très, très, très exigeant. Oui. Tu ne pourras vivre au présent, être vraiment là, et carpe diem, saisir l'instant, que si tu bannis totalement l'espérance et la peur. Là, c'est sans attente. Exactement. Voilà. Sans attente, et tu dois apprendre... Et sans trop d'attachement. Voilà, parce que la peur, parce que tu peux perdre. Oui, l'attachement suscite la peur. On le voit dans l'amour quand même. Oui. Et si il m'aimait plus, et si. Oui. Et tu dois aussi arrêter de vouloir, de t'inquiéter et de vouloir changer ce que tu pourras pas changer. Donc contente-toi. Alors les épicuriens n'ont pas du tout le sens d'épicurisme de nos jours. Quand on dit c'est un épicurien. Ouais, ça pareil. Ça n'a rien à voir. Parce que l'épicurien. C'est comme moi, je suis cartésien. Rien à voir non plus. Mais les épicuriens, c'est contente-toi de désirs qui vont pas te torturer. De désirs qui sont faciles à satisfaire. Qu'est-ce que c'est qu'un épicurien? C'est celui qui a comblé une faim ou étanché une soif. Son bonheur, c'est ça. C'est très très loin de ce qu'on imagine. Donc le carpe diem, quand on est épicurien, c'est une sacrée discipline. Alors vous citez aussi Aragon à propos du carpe diem. Elles ont séjourné, vous la connaissez cette phrase ou pas? Elles ont séjourné un goût... un ver dans le fruit. Comme un ver dans le fruit, ouais. C'est ça. La certitude jamais oubliée de leur fin, l'obsession de leur brièveté, la connaissance anticipée de cette séparation qui a le goût de l'irréparable. C'est fort, Oui, parce qu'elle est belle, cette phrase. C'est que... Alors, ça rejoint aussi le bonheur. Vous voyez, il y a beaucoup de ces phrases toutes faites qui essaient de nous dire quelque chose sur le bonheur. C'est que c'est difficile d'être totalement heureux, parce que même quand on est heureux, un moment heureux, on se dit « ça va finir ». Et voyez, on parlait des vacances. L'été a ce goût à la fois magnifique, incomparable, de ces journées pleines, longues, qui devraient pas finir, et en même temps, surtout le mois d'août. On a déjà la nostalgie. Exactement. C'est vraiment la nostalgie. C'est le saudade, là, de... Totalement. C'est une nostalgie, non pas du passé, mais du futur. C'est qu'en fait, ça va finir. Ça va finir. C'est l'anticipation que le bonheur, il est jamais assez. C'est ça, la saudade. C'est pas une nostalgie du passé, c'est pas vrai. C'est la nostalgie d'un désir qui sait qu'il sera jamais vraiment comblé, même quand il l'est. C'est l'été. C'est ces jours heureux d'été. Et donc, oui,
il y a le ver dans le fruit. Donc le carpe diem, est-ce qu'il est possible? Vraiment. Parce que même quand on est en train d'être heureux, Oui. il y a une petite voix qui est là et qui dit, soit elle nous dit, si ça pouvait durer, on le dit parfois, si au moins c'était tout le temps comme ça. Bah oui. Et c'est pas vrai. Et une autre petite voix qui dit, ça va finir. Ouais. Il est déjà 18h. Il est déjà le blues du dimanche soir. C'est quoi? C'est cette nostalgie-là. Ça va déjà finir. Ah oui, on est déjà dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de bonheur, on reparle à nouveau du désir. Parce que ce que ça nous dit, c'est quand je suis dans cet élan de vie qui est le désir, je suis aussi dans ce double mouvement de cette nostalgie de la vie qui, quand elle est bien en vie, me rend en pleine conscience, mais me donne aussi cette conscience de ce qui va s'achever. Et je crois Toujours, et pour moi, c'est pas pathologique ni négatif. Faut pas l'ôter. Camus en parle évidemment. Mais absolument. Il y a une douceur de la nostalgie. Faut pas l'ôter. C'est-à-dire que je crois que ça fait partie du carpe diem et du bonheur. En tout cas, c'est moins angoissant que le fameux profites-en, profite à fond. C'est, à un moment, va surgir cette petite pointe un peu amère qui est, ça va finir. Si au moins c'était toujours comme ça. Mais c'est ça qui va relancer aussi mon désir. Oui. Parce que vraiment, je suis convaincue que le désir, c'est de pouvoir continuer à désirer. Et donc, ça demande de jamais finir. Et qui répond et qui pose cette question, quel est mon désir? De quel désir parle-t-on? Il faut connaître son désir. Et je pense que si on croit que le désir cherche la satisfaction, on va se rendre compte que c'est pas vrai. On tourne. On va se dire, mais comment ça se fait? J'ai ce que je voulais, je suis pas heureux. Oui. Alors, il y a un philosophe qui est parmi les plus pessimistes qui existent, c'est Schopenhauer, qui dit, oui, mais pour un désir satisfait, il y en a 10 autres qui naissent. Parce que oui, le fait d'avoir satisfait de désir vous a mis dans une situation qui n'était pas celle que vous aviez quand vous désiriez être satisfait. Donc, le désir satisfait a créé une nouvelle configuration qui fait naître d'autres désirs. Donc, on en a. Alors, la réponse de Schopenhauer, c'est qu'il faut bannir le désir. La réponse de quelqu'un comme Hobbes, par exemple, au XVIIe aussi, c'est le contraire. C'est, mais non, n'arrête pas le désir. Arrêter de désirer, c'est mourir. Donc, non, tu veux pas telle ou telle satisfaction, tu veux pas tel ou tel objet. Oui. Tu veux pas avoir telle ou telle chose. Tu veux continuer à désirer. Entretiens-le. Ce désir, entretiens-le. Embrasse-le complètement. C'est ça, mais quel est mon désir? Est-ce que mon désir est un désir d'absolu, d'amour infini, ou est-ce que mon désir est de possession, effectivement, de contingence matérielle? Où est-il? Mais ça, c'est difficile de répondre à la question. Vous savez, très souvent, je dis, la réponse à la question « Quel est mon désir ?» c'est comme la baleine blanche que poursuit Akab dans Moby Dick. C'est cette baleine blanche là qui l'obsède, il sait pas, et puis elle est blanche, il y a rien d'écrit. Ça, le désir, il c'est pas écrit. Il y a pas de mode d'emploi. C'est blanc comme la baleine blanche. C'est notre baleine blanche. Après quoi cours-tu? Je crois qu'on peut passer toute sa vie à passer à côté, à se tromper sur son désir. Ça, c'est terrible. Je pense qu'on se trompe beaucoup sur ses désirs et à ne pas connaître son désir profond, sa baleine blanche. Mais ça veut dire que ça demande un discernement? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça demande? Je pense que ça demande de faire un peu le silence en soi, faire taire des désirs pour savoir quel est vraiment le sien. Parce que parfois, on a aussi des désirs qu'on nous a imposés. Ça peut être le désir d'un autre. Bien sûr. Donc, paradoxalement, je crois qu'il faut des temps dans nos vies où on fait taire. Et ça, c'est difficile. Ou un désir de réparation. J'ai souffert, donc je vais essayer absolument d'aller là pour réparer quelque chose. Est-ce que c'est ça qu'on désire? Ouais. Est-ce que c'est mon véritable désir? Ça, je pense que il faut toute une vie pour savoir quel est son véritable désir. Alors, le carpe diem, est-ce qu'on pourrait le mettre en miroir de C'est la vie? Parce qu'on en a parlé un peu hors antenne hier soir. Vous pouvez peut-être nous expliquer. Vous étiez c'était quoi, un théâtre d'improvisation? Hier soir, on a fait des impros dans la librairie Le Delta. Dans une librairie, on a fait des impros autour des brèves de philo. C'est-à-dire que les personnes qui assistaient mettaient dans une urne alors la condition, c'était que ça devait être des phrases toutes faites. Oui. Et pas forcément celle de mon livre, bien sûr. Donc des phrases toutes faites, je tirais au hasard. Et là, on avait sophistiqué un peu les choses. Il y avait un musicien à la guitare qui m'accompagnait. Et en fait, c'est lui qui donnait le la. Il donnait le ton. Donc il donnait, lui, la manière dont en musique, il s'appropriait ses phrases. Et c'est drôle parce que j'ai tiré C'est la vie.
cette expression-là. Et il a proposé une improvisation très nostalgique. Et je lui ai dit, quand il a eu fini de jouer, je lui ai dit, ah, c'est curieux, j'ai l'impression que tu as fait quelque chose de très, très nostalgique. Et il me dit, tout à fait. J'ai été inspirée par les musiques brésiliennes, qui sont les musiques portugaises, en fait, de la saudade. On revient. Voilà. Et on revient à la saudade. Et c'est vrai qu'on pourrait, c'est la vie, le dire avec ce petit ton de nostalgie qui est, c'est la vie qui s'enfuit. Et alors, moi, je suis allée totalement ailleurs. Une sorte de fatalisme, même. Et voilà, moi je suis allée dans le fatalisme. Oui. Je dis que très souvent, quand on employait cette expression « c'est la vie », on a presque envie d'ajouter « c'est comme ça, tu pourras rien ». Oui. Et alors là, moi je me révolte contre le fatalisme. Oui. Ça, c'est aussi une phrase, alors très philosophique, c'est la vie. C'est comme si dans cette phrase, on disait le sens même de la vie, l'essence même de la vie. Alors, ça serait très philosophique de le prendre à l'inverse, de dire la vie c'est. Parce que ce qu'on attend des philosophes, c'est ça. Nous dire la vie, c'est. Oui. Mais là, vous voyez, c'est à l'inverse, c'est de dire c'est la vie. Comme si la vie était sa propre réponse. Et je pense que c'est le cas parce qu'il y a une forme de fatalité. C'est la vie. Tu pourras rien y changer. C'est comme ça. Ça s'approche du c'est comme ça. Alors ça, c'est une autre phrase que je déteste. C'est comme ça. Parce que... C'est écrit. Ouais, ou c'est écrit. C'est l'idée que... baisse les bras. Dépose les armes, c'est la vie. C'est ton bas de karma, il y aurait presque un truc comme ça aujourd'hui. Il y a presque ça, il y a presque un destin. C'est la vie, et la vie étant la vie, tu pourras rien y changer. Moi je trouve qu'il faut s'insurger contre cette phrase toute faite, c'est la vie, parce que au contraire, vivre c'est quoi ? C'est ne jamais accepter la fatalité. C'est ça la vie. Tout ce qu'on fait, même modestement, c'est refuser le c'est comme ça. C'est contredire le c'est la vie. C'est non, mais je le fais quand même. Mais non, j'accepte pas. Et là, vous citiez Camus, et c'est intéressant. Je crois pas que celui que j'ai cité, mais c'est drôle que ce philosophe qui n'a cessé de dire l'absurde de la vie. C'est quoi l'absurde pour Camus ? C'est l'idée que j'arrive dans le monde avec plein de désirs et que le monde est totalement indifférent à mes désirs. C'est ça la réalité. La réalité, elle est sourde et muette. C'est pas vrai qu'elle m'envoie des signes et c'est pas vrai qu'elle écoute mes désirs. La réalité, qu'est-ce qu'elle est ? Juste la réalité. Point. C'est ça qui fait qu'elle est... Il y a comme un silence, en fait. Il y a un silence du réel. Massif. Ça, c'est terrible pour nous humains, parce qu'on ne cesse de vouloir voir du sens. Bien sûr. Jusqu'à la superstition. Et on ne cesse d'essayer d'en donner. Même ce qui... Je parlais du deuil. Le deuil n'a aucun sens. Tout deuil est un meurtre. Parce qu'on me prend quelqu'un que j'aimais. Ça n'a aucun sens. Mais nous, humains, qu'est-ce que nous sommes ? Des animaux qui cherchons du sens quand il n'y en a pas. Alors que là, on me dit, c'est la vie. Mais c'est pas vrai. Avec une fatalité, c'est la vie, laisse tomber, c'est comme ça, tu n'y changes rien. Mais non. Être humain, c'est mettre du sens là où il n'y en a pas. C'est ça. C'est me révolter contre le fait que non, c'est écrit, c'est comme ça et que j'y changerai rien. Même modestement. Tout ce que nous faisons. La philosophie, la première. Oui. Faire de la philosophie, c'est refuser le juste, c'est comme ça, ou c'est la vie. Mais non, c'est comme, vous voyez, ça va vous paraître curieux, mais moi je parle beaucoup du temps. Je suis très sensible à la météo. Oui. Donc je parle beaucoup du temps, je dis il fait froid, il y a de la pluie. Je sais pas si peut-être parce que j'adore la mer, peut-être, ou là, la météo, elle fait tout, mais moi, la météo, je peux vous en parler pendant des heures. Et très souvent, on me répond, qu'est-ce que tu veux y faire ? On est en juillet, ou oui, on est en hiver, et ça m'énerve. Parce que ça veut dire, on va pas discuter de la météo, c'est la météo. Mais non, mais la vie, c'est de discuter de choses dont on doit pas discuter. C'est ça, la vie. Des forces en présence, en fait. On Mais discute totalement. des forces en présence. Mais parce que sinon, on est tellement vulnérable. Sinon, effectivement, qu'est-ce qu'on doit dire ? Oui, on est très, très vulnérable. On n'est pas armé pour la vie. Donc, discutons de ce qui ne se discute pas. Mais c'est ça, la vie. Le langage, même ces phrases toutes faites, qu'est-ce qu'elles font ? Elles essaient de nous donner des sagesses et des réponses à la vie qui, franchement, n'en a pas. On pense à l'espoir fait vivre quand vous dites, voilà. quand vous expliquez ça. Totalement, l'espoir fait vivre. Et c'est vrai. Contrairement aux épicuriens, même aux stoïciens, parce qu'ils sont d'accord pour bannir l'espoir, moi je pense que vivre, c'est avoir de l'espoir. C'est pas l'espoir fait vivre, c'est là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui. Nous ne cessons d'espérer. Alors attention, ça veut pas dire s'illusionner, fantasmer ou quitter le réel pour se mentir. Non, espérer et pas se mentir.
C'est comme la gentillesse. L'espérance, c'est quand il n'y a pas de raison d'espérer. Oui, je vois bien que c'est sombre. Je vois bien que c'est triste. Je vois bien que c'est affligeant. Mais c'est quand il n'y a pas de raison d'espérer, espérer quand même. C'est ça la vraie espérance. Oui. C'est pas une fuite du réel. C'est les 2 pieds dans le réel et dire oui, mais quand même, j'y vais. Il y a un mouvement de confiance. En tout cas, il y a une profession de foi. Ouais. Il y a, même si je sais pas trop si je peux donner ma confiance, je décide de la donner. Oui, c'est ça. Donc, dans l'espoir, il y a le contraire, vous avez raison, de c'est la vie. Parce que la vie, la phrase, c'est, ok, c'est un destin, n'en parlons. C'est comme, on va pas parler de la météo, on va pas parler de, mais si, c'est ça la vie. C'est ça être humain. C'est parler de choses que je changerais pas. Mais c'est bien ça. Et vous voyez, je pense à Camus, qui nous dit, c'est absurde. Comment il a appelé sa collection de livres de philosophie chez Gallimard? L'espoir. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne, non? Elle est bien bonne. Hein. Et quand on lit le Camus, moi c'est un livre de chevet, Noces, oui. C'est un des livres qu'il a écrit dans sa jeunesse, qui est à mon sens un des plus beaux livres qu'on ait écrit. Il ne cesse, alors il serait pas d'accord, parce qu'il voyait dans l'espoir une fuite. Moi, j'y vois pas une fuite, j'y vois une lucidité. Mais il ne cesse de nous donner de l'espoir. Il dit, quand il décrit le fait de nager dans la Méditerranée, c'est une vie gorgée d'espérance. Donc oui, l'espoir fait vivre, absolument. Et souvent, on l'a dit cette expression pour dire, ah, mon pauvre, t'es bien naïf, l'espoir fait vivre, ouais. Crois-y toujours. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Mais c'est pas vrai. Parce que oui, l'espoir fait vivre, c'est pas du tout une naïveté. C'est une manière de se rapporter au réel. Et vous soulignez Kant aussi à propos de ça, en disant finalement, c'est le philosophe le moins bon vivant et qui souligne cette valeur inconditionnelle de la vie qui peut porter aussi l'espérance. Ah oui, alors Kant, il est invraisemblable parce que il a à peu près tout dit en philosophie. C'est vraiment, lui, c'est un carrefour, hein. C'est un rond-point en philosophie. Vous pouvez pas prendre la route en philosophie sans. Il y a des ronds-points comme ça. Hein. Il y a Platon, il y a Descartes, Kant. C'est pas possible. À un moment donné, vous allez y aller. Et en même temps, sa vie. Alors je signale, vous êtes quand même une grande spécialiste en France de Descartes. Vous êtes la spécialiste de Descartes. Ouais. Mais ça, je dis pas ça parce que c'est ma spécialité. Mais non, je sais bien, mais je le dis quand même. Mais vous savez que je l'ai abandonné pour Pascal. Hein. Ah oui. Ouais, je suis passée du côté obscur de la force. Pas bien. Non, je plaisante. Si, parce que j'aime les philosophies noires, comme on dit roman noir, vous voyez. Mais bon, alors, ce Kant, qui est vraiment en philosophie indépassable, indépassé, il a eu une vie où je pourrais vraiment rien vous dire. Une vie 3 fois rien. Il était réglé comme une horloge, il a jamais quitté sa ville, bon. Mais il dit qu'il y a 3 grandes phrases dans la vie. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Oui. Et que m'est-il permis d'espérer? Il a tout dit. Hein. Donc, il y a la connaissance, la vérité. Comment on connaît, comment on sait la vérité, comment on peut la savoir, est-ce qu'on peut la connaître? Que dois-je faire? C'est la morale, c'est l'éthique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je suis sommé même de faire? Le bien me réclame. Et que m'est-il permis d'espérer? Parce que sinon, les 2 autres questions, elles sont pas possibles. Je crois que dans tout ce qu'on fait, même modestement, même un lundi matin, même, il y a de l'espérance. Il y a la volonté ne fonctionne qu'à l'espérance. Vouloir, c'est se dire que non, il n'y a pas de fatalité. Mais non, j'y vais quand même. C'est pour ça que j'aime pas la phrase, c'est la vie. Comme une fatalité. Bah non. Vouloir, c'est se dire que, quand bien même, bah non, tais-toi, il y a rien à en dire, non, arrête. Toute la culture et l'art, par exemple, c'est une façon de conjurer le sort. Oui. De dire, bah, oui, la vie est comme ça, peut-être que c'est la vie, peut-être que c'est comme ça. Mais je vais peindre un tableau. Mais je vais regarder cet oiseau qui passe. Je crois que nous, humains, nous sommes ces animaux inconsolables qui ne cessons de chercher des consolations. Mais je trouve que dans l'espérance, il y a cette véritable consolation d'une confiance un peu enfantine, assez pure, qu'on retrouve peut-être moins dans l'attente. Et parfois, on peut aussi confondre un peu les deux. Je suis dans l'attente. C'est-à-dire que comme vous disiez tout à l'heure, que le meilleur est à venir, ça c'est encore une expression, etc. Ah oui. L'attente, elle est crispée, parce qu'elle attend que quelque chose survienne. Donc elle vit de ce qu'elle vit, parce que ça ne vaut rien tant que n'est pas advenu ce que j'attendais. J'attends le prince charmant.
qui est doublement terrible, parce que c'est imposer cette idée que seul un homme va venir sauver une femme. On Donc, reboucle sur notre... avec le prince charmant va apporter l'aboutissement de notre vie. Et puis, attendre, ça veut dire que parfois, j'ai peut-être pas vu la personne à côté de moi, qui avait peut-être pas l'allure du prince charmant, mais qui était bien là. Oui. Donc, l'attente, elle vide votre vie de sens et de substance parce qu'elle attend. L'espoir, c'est pas ça. Hein. C'est ça. C'est le contraire. Vous avez raison, Oui. c'est le contraire. D'abord, on n'espère pas un résultat, donc c'est complètement séparé de la réussite ou de l'échec. Il y a une ouverture, en fait. C'est une ouverture. C'est se dire que, je pense que c'est tout simplement, mais c'est très difficile, refuser le c'est comme ça. Oui. Non, c'est comme ça, j'agis quand même. C'est ça. On s'approche de la fin de cette émission. J'aimerais rester toute la journée, tellement j'adore. Moi aussi. Je l'ai dit, je vais retourner vraiment sur les bancs de l'école avec Laurence. Peut-être si on en choisissait une ou deux, je pensais à l'instant, mais elle m'est sortie de la tête, parce que ça faisait un pont. Ah oui, avec le cartésianisme. Alors quand même, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Descartes, vous en voulez un peu à votre beau-frère, j'ai remarqué quand même dans ce livre. J'en ai pas. Oui, j'imagine bien. C'est assez facile. C'était le bon exemple. Et donc, voilà, les gens, dans les soirées, on voit tout ça. Ah non, mais moi, je crois pas à ça, je suis très cartésien, etc. Donc là, on est à côté de la plaque. Ouais. En fait, vous dites le beau-frère parce que, à un moment donné, j'avais le projet de faire la philosophie expliquée à mon beau-frère. Ah, voilà, parce qu'il revient plusieurs fois quand même. Ouais, mais parce que je trouve que c'est une figure. Alors, le beau-frère, pas au sens de beauf, hein, mais au sens, on a tous rencontré quelqu'un comme ça, qui sait mieux que tout le monde. Oui. C'est-à-dire que c'est une attitude non philosophique. C'est l'idée que, bon, non, enfin, c'est simple. Enfin, pourquoi tu te prends la tête? Oui, généralement, le beau-frère, il nous dit, non, pourquoi tu te prends la tête? Lui, il a la solution. Vous voyez? Autant en philosophie, on a des énigmes, Oui. on a des mystères, des choses qu'on comprend pas. Autant le beau-frère, lui, non, on la lui fait pas à lui. Lui, il a compris. Alors, ça fait le pont aussi avec l'expression sur l'étalage du savoir, d'ailleurs. Ah, ça aussi. Donc, le beau-frère, pour moi, je suis désolée pour tous les beaux-frères du monde, mais c'est une attitude. C'est celui qui, non, mais pourquoi tu t'interroges, vous voyez? Et donc, le beau-frère, souvent, il lui arrive de dire, non, mais moi, je suis cartésien. Ou j'ai un esprit cartésien. Et en fait, hélas, pour le beau-frère, je crois qu'il est à l'encontre totale de Descartes. C'est que souvent on dit je suis cartésien ou non mais moi je suis cartésien, ça veut dire que je vais bannir de l'existence tout ce qui n'est pas mathématique d'une certaine façon, tout ce qui n'est pas purement rationnel, démontré. Oui, mais c'est pas Descartes. Oui. C'est pas Descartes parce que Descartes a, et c'est très surprenant, hein, c'est un Descartes, je pense qu'on connaît pas assez. Descartes n'a cessé d'aller à l'encontre de lui-même. C'est-à-dire que le Descartes, qui nous dit le fameux cogito. Qu'est-ce que je suis? Je sais pas vraiment, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est d'être en train de penser, y compris quand je suis en train de vous dire que je suis pas sûr de savoir qui je suis, de répondre à la question. Ouais. Mais au moment où je dis je suis pas sûr de répondre à la question qui je suis bien en train d'y penser. Y penser, ça suffit à me dire que je suis en train d'exister. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je peux séparer de moi, y compris mon corps, parce que je peux rêver, être en train de faire quelque chose, mais n'empêche que j'ai la certitude d'exister parce que penser, même penser que je rêve, hein, même penser des choses archi-fausses, mais c'est pas grave, penser, ça fait que je suis là. Oui. J'existe. Bon. Ce Descartes-là qui nous dit donc que la pensée, c'est la seule chose qui me définisse. La pensée, l'esprit, va dire aussi, ah oui, mais on n'est absolument pas qu'un esprit. On est un esprit intimement uni au corps. Ce qui fait que ce qui arrive à mon corps, ça m'arrive à moi. Et il donne l'exemple de la douleur. C'est l'exemple par excellence. Quand je dis j'ai mal ou aïe, je dis pas ma main a mal. J'ai mal. Tout mon être est engagé. Tout mon être est engagé. Donc le Descartes qu'on dit intellectuel, intellectualiste, non, il vous dit attention, le vrai homme, le vrai moi, c'est l'union de l'âme et du corps. Et il faut la vivre. Il dit pour apprendre ce que c'est qu'être un homme avec un corps, homme au sens d'humain, un corps et un esprit, faut vivre. On revient sur une philosophie incarnée d'ailleurs. Et c'est dont on avait parlé, mais Descartes, on n'avait pas plus incarné. Et il dit à un moment donné dans sa vie, c'est très très beau, il écrit une lettre à un de ses correspondants et il lui dit, sachez que je philosophe, que je vis
et que j'éprouve les plus grandes passions. Mais moi, c'est le Descartes que j'aime. C'est celui-là. Oh, ça me donne des frissons quand Ben j'entends oui, ça. mais il écrit cette lettre et je pense qu'on la lit pas assez parce qu'on a rabougri Descartes. On en a fait, y compris dans le rapport à la nature, quand on cite cette phrase de Descartes, être maître et possesseur de la nature, et on fait peser sur lui le poids de l'arraisonnement de la nature, de l'emprise. Oui. D'abord, Descartes dit comme maître et possesseur. Parce qu'on ne le sera jamais, parce que la création appartient à Dieu pour lui, ou en tout cas ne nous appartient pas, et parce qu'on oublie de lire le Descartes qui nous dit quoi ? À Élisabeth, une philosophe et sa correspondante qui lui dit ça, elle lui dit mais je comprends pas, qu'est-ce que vous êtes en train de soutenir ? En fait, elle est cartésienne, elle dit mais enfin Descartes, vous avez dit que la seule certitude que j'ai me concernant, c'est que je suis pensant. Je suis en train de penser, et là vous me dites que non, j'ai un corps, et qu'il est uni intimement. Puis il lui dit, c'est très très dur à comprendre, il va même jusqu'à lui dire, si vous voulez le comprendre, si vous avez besoin de vous dire que l'âme est corporelle pour le comprendre, allez-y, vous vous rendez compte. Et elle lui dit, elle est ce qu'on dirait de nos jours dépressive, Élisabeth. Et donc elle demande, c'est très beau, parce qu'elle demande l'aide de la philosophie. Et ça, quand on est philosophe, il me semble, dans nos vies, on a toujours voulu demander l'aide de la philosophie. Oui. Moi, j'ai toujours fait ça. Parfois, elle m'aide pas, mais elle m'a quand même aidé dans la vie. Et donc, elle demande à Descartes, aidez-moi, je vais pas bien. Et elle lui dit, donc, donnez-moi de la philosophie, et il lui répond pas du tout. Descartes, je vais pas vous donner de la philosophie, vous en faites déjà bien assez. Oui, c'est pas sa prescription. Il va lui dire, ce fameux Descartes de mon beau-frère, qui lui ressemble pas à ce Descartes de mon beau-frère, lui dit, sortez, allez voir un vol d'oiseaux et le vert des arbres. Voilà, Descartes. Intéressant, vraiment. Donc, celui qui dit je suis cartésien, il y a 99% de chances pour qu'il ne le soit pas du tout. Il renvoie à l'expérience et au vécu et à ce qui est là. Absolument. Et au présent aussi, on en parlait. Et donc du à temps, votre corps. Oui. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis là ? C'est mon corps. Je ressens, donc je suis, oui. Oh là là, vous êtes l'invité avec qui je passe le plus de temps. On est à un peu plus d'1h15. C'est un plaisir d'être votre invité. Ah non, c'est vraiment passionnant. Mais alors du coup, il y en a plein que j'aurais voulu qu'on voit, mais peut-être on fera un deuxième épisode. En tout cas, surtout, vous pouvez lire ce livre savoureux. Alors je vous en donne quelques-unes comme ça. On peut se faire un ping-pong sans y répondre. Donc vous passez au crible, trop bien. Pas de souci, on l'a dit. Tout est écrit, on ne sait jamais. La culture, c'est comme la confiture. Alors ça, c'est celle que j'avais en tête. Je sais que je ne sais rien. C'est ma faute, c'est de ma faute. Très intéressant. Donc, vous allez retrouver tout ça. Vous avez quoi ? 1 page et demie, 2 pages à peu près par phrase toute faite. C'est vraiment un régal. Donc, merci infiniment, Laurence de Villers, d'être venue nous donner cette leçon de philosophie qui est vraiment cette sagesse du quotidien. Et on voit à quel point ça nous a amené finalement très, très loin sur des très grands concepts. Les concepts même majeurs de la philosophie en réalité. Oui, en fait, j'espère que pour nos auditeurs, on a donné la preuve que oui, on fait de la philosophie sans le savoir et que la philosophie peut aller se faire et se loger dans des choses qui semblent tellement éloignées des philosophes et du conceptuel. Bon, alors, évidemment, je vous la fais quand même. Toutes les bonnes choses ont une fin. Les meilleures choses ont une fin. Vous l'avez mis d'ailleurs à la fin de l'ouvrage. Absolument. Comment est-ce qu'on peut très rapidement, pour conclure, celle-ci, la décortiquer ? Allez, la petite dernière. Alors, une petite dernière très très rapidement. Là aussi, les bonnes choses ont une fin. Il y a une forme de fatalisme. Il y a ce fatalisme dans beaucoup de phrases toutes faites. Et je pense que là aussi, il faut le refuser. C'est pas vrai. Non seulement les bonnes choses n'ont pas de fin parce que elles sont notre mémoire. Elles sont la texture même de notre mémoire. Et puis, nous sommes ce que nous avons vécu. Nous sommes les bonheurs, mais les malheurs aussi, mais nous sommes les bonnes choses que nous avons vécues. Et puis, il y a un romancier, c'est pas étonnant, qui est portugais, que j'aime énormément. Il a cette phrase dans un de ses livres qui m'a marqué à vie, qui dit, mais non, moi je veux pas que les bonnes choses aient une fin. Et il dit, je veux ma grand-mère, je veux mon petit frère, je veux mon vélo rouge de mon enfance, je veux... Et quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression qu'il me parlait à moi. Ça aussi, c'est la saudade. Je veux que ça me prenne pas fin. Et je me suis dit, moi aussi, dans ma vie, je ne veux pas qu'on me dise les bonnes choses ont une fin. Je veux l'inverse. Je veux dire, je pense que c'est le désir. Je veux dire, non. Oui, moi aussi, je veux ma grand-mère. Oui, je veux mon père. Oui, je veux pouvoir lui parler. Oui, je veux mon petit vélo quand j'étais petite. Oui, je veux ma jeunesse. Oui, je pense qu'il faut pas accepter que les bonnes choses ont une fin. C'est pas vrai.
Et il faut crier haut et fort. Vous allez me dire, c'est impossible. Bah oui, mais désirer, c'est désirer l'impossible. Oui. Et non, moi, je veux pas que les bonnes choses aient une fin. Désirer, c'est désirer l'impossible. C'est une très bonne conclusion. Qui était ce romancier, quand même? On aimerait bien savoir. Antonio Loubès. Ah, voilà, comme ça, on a son nom. En tout cas, merci infiniment à Laurence de Merci à Villers vous. d'être venue une nouvelle fois faire un tour au micro de Métamorphose. Je rappelle que vos brèves de philo, seriez-vous stoïcien sans le savoir, avec la sagesse secrète des phrases toutes faites, sont à retrouver aux éditions Point, dans une collection dirigée par Philippe Delerme, qui en plus vous a fait l'amitié d'écrire cette magnifique préface. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.